Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier opus des Jurinards donc du GEPRI. On va vous laisser un petit peu de temps pour vous connecter et ensuite on démarrera comme à l'habitude les fameux sondages pour connaître un petit peu notre audience d'aujourd'hui. Alors on va démarrer avec un premier sondage. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'audience, on a principalement donc des membres de PRI hygiène et avec une grande majorité paramédicaux. Et donc, deuxième question, est-ce que si vous êtes professionnel en PRI, vous avez déjà été sollicité dans un contexte juridique? Je laisse les dernières personnes voter. Alors, donc principalement des gens qui n'ont pas été sollicités depuis leur exercice en PRI sur des questions d'un point de vue juridique également aujourd'hui, avec 82% des votants. Voilà, on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc Marion Lecuru, donc, je suis la pilote du groupe formation du GEPRI et j'ai l'honneur aujourd'hui encore de présenter donc l'ouverture de ce webinaire avec mes collègues du groupe formation Manon Caudron, Léquin, Margot Fèvre et également Camille Bataille qui est dans l'ombre. Pour rappel, ce webinaire est enregistré et sera disponible donc en replay
pour les adhérents SF2H pendant 3 mois exclusivement et ensuite disponible sur la chaîne YouTube la SF2H. En ce qui concerne donc, les questions, vous pouvez en poser dans l'onglet adéquat et on pourrait y répondre avec donc, l'ensemble de nos participants. Aujourd'hui, on a le grand honneur d'accueillir comme présentateur principal Pierre Farnex, donc président de la SF2H, puis une table ronde d'experts qui sera composée donc de Joseph Ajar, expert judiciaire que vous aviez vu donc au deuxième jury NAR, et Catherine Dumartin et Ségolène Bougès qui vont nous rejoindre et qui étaient présentes, elles, sur le premier jury NAR. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Pierre et demander aux autres personnes de bien pouvoir leur caméra et leur micro. Merci, bon webinaire. Bien, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Marion. Merci aussi à Delphine, à Camille, à Manon, à Margot et globalement à toute la team J'ai pris qui a conçu, promu, qui anime cette série de webinaires. En tant que président de la SF2H et aussi à titre personnel, je suis extrêmement sensible à votre action et à tout le bénéfice et l'image de marque positive qu'elle apporte à notre discipline. Alors, on va essayer d'attaquer le thème de ce matin. Donc, si je partage mon écran, qu'est-ce qu'il va me faire? Pas ce que je veux. Hop. Donc, tac. On va arrêter ça, on va recommencer. Alors, si je fais ça, c'est pas bon. Alors, on va en faire autrement. Ou essayer tout du moins. Hop. Est-ce que ça va être mieux? Bah, pas du tout. Alors. Si, c'est mieux. Donc, on va essayer de mettre plein écran. Voilà. Donc, ces jurys-là ont été jusque-là un très grand succès. Alors, j'espère pas trop casser l'ambiance, quoique, parce que je m'étais trouvé un deuxième titre que j'ai mis ici pour, en général, dans le problème juridique, on n'a pas de problème tant que les gens nous connaissent pas trop et ne s'intéressent pas à nous. Alors, c'est un peu notre chance parfois, on le regrette, hein, mais sur le plan juridique, c'est plutôt pas mal de ne pas être identifié par tout le monde. Alors, l'IA nous a fait cette petite image que vous allez découvrir. Il y a un peu de latence entre mon PC et le système. Bon, ça met dans le bain, c'est pas très fun. Alors, c'est assez masculin, mais je pense que la personne revendiquera la chose. Donc, comment ne pas en arriver là? C'est ce qu'on va essayer de parcourir de façon détendue, parce que bon, le jour où on sera en prison, à mon avis, n'est pas tout de suite arrivé. Alors, ça m'a fait penser, quand Joseph parlait d'information, il vous l'a bien détaillé, à cet ancien article que j'ai publié avec Sophie Grom, qui est toujours présidente du CNP de médecine légale et de médecine d'expertise. Alors, ce qui est bien avec le juridique, alors mes collègues vont peut-être m'en vouloir, mais c'est que ça bouge pas autant que ça. Donc, je veux dire, les choses restent heureusement assez stables et les concepts pas trop caducs. Alors, on va essayer de voir un peu ce que le spécialiste de la PRI peut faire et quel rôle il peut jouer. Alors, on l'a vu très bien avec Jean Vinoc, il peut défendre son établissement s'il y a un problème d'IAS. Alors, Jean Vinoc, c'est très particulier puisque la PHP est son assureur, mais vous, au quotidien, quand il y a un problème d'IAS, votre établissement va vous demander des éléments pour étayer son dossier et se défendre. Donc, il va solliciter votre expertise. Après, moins agréable, pour être partie prenante entendue lors d'une procédure. Alors, les procédures peuvent être différentes. Évidemment, si on est dans du pénal avec les moyens d'investigation du juge et la police judiciaire, être entendu, c'est pas très agréable. Aucun de mes collègues que je connais n'a été mis en cause in fine, mais certains ont été entendus par la police judiciaire. Ils n'en gardent pas un souvenir impérissable, ou du moins pas dans le bon sens.
Alors après, évidemment, et Joseph vous l'avez dit, on peut mettre entre mis en cause personnellement, hein, donc soit comme un des éléments de la responsabilité de l'établissement, que ce soit une CCI, soit des juridictions administratives, donc on est à la cause, comme il aime à le dire, et par contre, on pourrait être mis en cause plus directement dans le civil, puisque dans le civil, vous savez qu'on attaque à la fois l'établissement et un praticien ou un professionnel, et de façon pénale, puisqu'au pénal, ce ne sont que de la responsabilité individuelle. Mais on y revient, pour être mis en cause, il faut encore que quelqu'un pense à vous mettre en cause. Alors, à mon avis, je pense que ce n'est pas un sujet qui doit nous obnubiler. On ne doit pas fonctionner par rapport au risque médico-légal. C'est pas ça, ça mène rarement de bonnes choses. On peut l'avoir en tête, on peut le comprendre, mais c'est pas ça qui doit guider nos pas. Ce qui doit guider nos pas, c'est à tout moment être un bon professionnel. Donc ça veut dire se former, rester informé et mettre en œuvre ce que le référentiel métier promu par la SF2H décrit de nos actions au quotidien. Alors nos actions au quotidien, c'est de l'expertise, hein. Là, je rappelle cette note SF2H qui n'est pas si ancienne que ça. Donc, Certibiocide, pourquoi on a incité en fait à ce que les hygiénistes soient engagés dans ce processus? C'est parce qu'on est au cœur de notre expertise et de notre métier, donc on a envie qu'on soit reconnu. Mais aussi, je veux dire, quand vous avez à conseiller votre établissement, vous avez un devoir de conseil. Évidemment, il faut que vous soyez expert. Donc la norme, il faut que vous la connaissiez. On a vu pendant la crise Covid que un certain nombre d'industriels ou d'autres personnes mélangeaient tout. Une activité virucide, ça a 3 dimensions qui sont pas les mêmes, hein, que ce soit virucide complet, virucide à spectre limité ou juste actif sur les virus enveloppés. Donc, si je conseille un produit par rapport à un objectif, il faudra que je sache exactement ce qu'il en est et les temps d'action requis en fonction de la destination ne sont pas les mêmes. C'est comme ça. Si je suis dans l'environnement et si je suis sur les surfaces fréquemment touchées, eh bien, je vais devoir demander un temps de contact de 5 minutes, alors que je pourrais, dans d'autres circonstances, aller jusqu'à 60 minutes. Donc, notre métier, c'est un vrai métier d'expert, et conseiller des décideurs, ou être le conseil dans ce domaine, c'est aussi maintenir et avoir ce niveau d'expertise pour faire de façon appropriée les choses. Alors, par rapport à la responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on doit au moins s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on enseigne aux autres. C'est-à-dire qu'on doit avoir une traçabilité de son action. Qu'est-ce que j'ai fait? À quel moment je l'ai fait? Et comment je puis, si on me demande de prouver que j'ai bien proposé telle ou telle stratégie, même si elle n'a pas été acceptée, je suis capable de le démontrer. Donc, on doit gérer ces échanges, en particulier ces échanges par courrier électronique. J'ai un devoir de conseil, c'est-à-dire, on le sait bien, le directeur de l'établissement, un service, son cadre, son chef de service n'ont pas forcément nous écouter, mais on doit donner le conseil adapté par rapport aux bonnes pratiques et à la réglementation. C'est ce qui nous engage. Et toujours penser que dans un processus décisionnel, si on décide tout seul, on a plus de chances et de faire une erreur, ou de prendre une mauvaise décision, et d'être mis en cause après individuellement. Donc il faut quand même toujours privilégier dans sa réflexion la collégialité d'une décision, pas pour tout, hein, sinon vous n'allez plus avancer, mais quand on a des choses un peu sensibles, et les appuis externes, vous en avez un certain nombre, en particulier les CEPIAS, qui sont là aussi, pas avec l'objectif de dégager sa responsabilité, mais avec l'objectif de rentrer dans un processus collégial de réflexion quand la situation est un peu complexe ou qu'on la juge complexe. Alors j'ai repris le référentiel métier SF2H et j'ai décliné les savoirs agir, hein, et j'ai essayé de leur donner des couleurs de sensibilité juridique. Alors c'est très subjectif et vous pourrez, j'espère, refaire votre classement juste après. Donc en rouge, c'est pour moi les plus sensibles aux problèmes juridiques. Donc on va trouver évidemment l'épidémie et le signalement. On est dans des domaines où il peut y avoir des conséquences graves pour les patients. On est dans des domaines où l'information sur des patients exposés à un risque est quelque chose de très fort dans la réglementation. Donc organiser des rappels patients s'il y a lieu, au moins les suggérer. Donc ça, c'est sensible. Surveillance épidémiologique, je ne dis pas que c'est pas important. Sur le plan juridique, ça ne me paraît pas le plus fort, même si un expert peut regarder ce que vous faites pour voir si l'établissement globalement remplit ses obligations de prévention du risque infectieux. Mais à titre individuel, c'est moins sensible.
Élaborer, promouvoir, accompagner les référentiels et conduire un programme de prévention, je l'ai mis un peu intermédiaire, que ça ne me paraît pas les risques les plus aigus non plus. Après, si on continue dans nos savoirs agir, donc on en a un certain nombre d'autres, ça va jusqu'à 9, donc on en a encore 4. Et là encore, j'ai essayé de les répartir entre les sensibles et les moins sensibles. Donc le premier, évaluation d'une pratique de soins, l'évaluer, c'est à nouveau très important, mais pour moi, c'est pas sensible sur le plan juridique. Conduire un programme de prévention et à l'environnement, là oui, parce que des aspergilloses graves, des légionelloses graves, on va pouvoir en mourir et l'établissement pourra être mis en cause directement, voire les personnes qui contribuent à ça. Conseiller les décideurs, c'est aussi important. Le décideur, directeur, c'est lui qui assume la responsabilité la plupart du temps, mais en situation particulière, il pourrait se retourner contre vous en estimant que vous n'avez pas été de bons conseils à un moment donné. Pour moi, c'est exceptionnel. Dans le public, je ne l'ai pas vu, mais en théorie, ça peut exister. Enfin, concevoir un programme de formation, c'est ce qu'on fait assez souvent, assez régulièrement, mais c'est pas là qu'on va chercher notre responsabilité, même si on disait n'importe quoi en termes de contenu, de mon point de vue. Alors, on l'a vu, si on veut pouvoir démontrer qu'on est un bon professionnel, il faut maintenir son expertise. C'est important. Donc, on a un cadre réglementaire. Aujourd'hui, il y a une obligation de DPC tous les 3 ans. L'obligation de certification des professionnels médicaux démarre, donc avec une obligation tous les 6 ans, officiellement démarrée en 2023, même si ça stagne un peu. Et puis, il y a des congrès, des webinaires, des journées CEPIAS. C'est-à-dire, si vous n'allez même pas, entre guillemets, à la journée de votre CEPIAS, quelles sont les sources d'information? Alors, si vous faites tous les webinaires du GPRI, vous n'êtes pas mauvais. Mais je pense qu'il faut aussi quand même avoir un panel de recours des informations quand les thèmes sont intéressants pour vous. Donc, j'ai mis une petite croix qui va apparaître sur le DPC, puisque la semaine dernière, lors de la grande journée de la Fédération des spécialités médicales, donc Madame Daudet, directrice de la DGOS, a annoncé que suite à l'inspection IGAS, il serait mis fin à l'obligation de DPC pour les professionnels de santé ayant un ordre régissant leur profession. Donc, tout ce qui nous concerne chez nous, au moins pour les 3 grandes professions, infirmiers, médecins, pharmaciens. Et donc, on repartirait plutôt sur la partie certification tous les 6 ans, ce qui est une très bonne chose. Et la SF2H avait milité dans ce sens. Donc, maintenir son expertise, c'est être informé. C'est-à-dire, je ne suis pas très objectif sur l'adhésion à la société savante, mais pour moi, ça devrait être un minimum, quoi. On a une société qui demande 35 € par an. Adhérer à sa société savante, c'est quand même montrer qu'on existe dans sa profession. Et plus compliqué, et là, ça dépend que de vous, c'est comment vous gérez votre information. On voit très bien, puisque les plateformes de diffusion traquent les ouvertures, que un mail peut être ouvert, s'il est un peu générique, 20%, et les meilleurs mails, ils vont être ouverts par 50% des gens. Donc, il y a des gens qui ne regardent pas le contenu. Alors, je ne juge pas, hein, ça m'arrive aussi. Hein. Mais si vous ne regardez pas le contenu de vos mails, c'est difficile d'être alerté sur des points aigus sensibles. J'ai mis le piège RGPD après parce que dans les mails qui sont envoyés par les plateformes pour respecter les RGPD, on demande si ça vous intéresse pas et vous voulez plus les recevoir, cliquez. Donc, parfois, vous cliquez même sans le faire exprès. On a vu des gens qui sont trompés. Une fois que vous avez cliqué, vous recevez plus rien du tout. Vous êtes calme, heureux, tranquille, mais il n'y a plus aucun mail qui vous arrive. Hein. Donc, pour accéder à l'information, c'est pas toujours facile. Donc, si vous recevez aucun mail, peut-être posez-vous la question, est-ce que j'ai pas un moment dit stop? Alors, la responsabilité qui inquiète le plus, évidemment, c'est la responsabilité pénale. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les articles. Je n'ai pas mis les articles volontairement pour ne pas me faire taper sur les doigts par Catherine et Ségolène. Mais elle est vaste. L'homicide involontaire, la blessure involontaire. Alors, après, il y a le volontaire aussi, mais on est plutôt dans le volontaire. Et la mise en danger de la vie d'autrui. Alors, j'ai pris le dernier juste pour illustrer le début du code pénal. Il y a toujours comme ça des phrases un petit peu intéressantes. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. C'est philosophique, mais enfin, ça traduit aussi ce qui va se passer après. Alors, la première partie concerne tout ce qui est plutôt acteur direct des faits. On ne va pas s'y attarder plus que ça. Mais j'ai plutôt pris la deuxième partie, enfin la suite du texte de l'article. Vous aurez toutes les dias et vous pouvez regarder ça sereinement. Mais on peut aussi être mis en cause dans ce cadre-là si on n'a pas causé directement le dommage. Nous, on le cause rarement directement parce qu'on ne fait pas le soin directement. Mais si on a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou si on n'a pas pris des mesures permettant de l'éviter,
eh bien là, on peut voir notre responsabilité pénale engagée. Donc vous voyez que le cadre pénal permet tout à fait de nous solliciter à différents moments de notre vie, même si, on le rappelle, comme on est un peu caché, on n'est pas la première cible la plus exposée. Alors j'ai pris quelques cas pour illustrer un petit peu les choses. Je suis hygiéniste, je regarde les recos de la SF2H, c'est bien. Et donc je dis, il faut de la chlorhexidine alcoolique partout dans l'établissement. OK. C'est connu pour améliorer la gestion du risque infectieux. C'est le plus haut niveau de preuve pour les cathéters centraux en réa, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je m'intéresse aux complications? C'est-à-dire, vous savez que il peut y avoir des départs de feu si on n'enlève pas les coulures, si on incise alors que le liquide est encore là. Et de temps en temps, et c'est pas si rare que ça quand vous faites des formations aux IVOD, vous voyez qu'il y en a au moins une ou deux dans chaque promo qui a déjà eu un départ de feu. On peut avoir des choses dramatiques. C'est pas la faute de l'hygiéniste directement, mais est-ce qu'on a vraiment associé l'information sur le risque à toutes les IBOD et aux gens concernés quand on met en place une nouvelle stratégie de ce type, réputée et validée, plus efficace sur la prévention des infections du site opératoire? Donc ça, c'est un point qu'on doit réfléchir, qu'on doit avoir aussi dans notre esprit. On met des nouvelles stratégies, mais on doit les accompagner, évidemment, de l'information qui va avec. Sur chlorhexidine alcoolique, un autre point, on trouve un cas de ce type dans la littérature, c'est injection intratécale de chlorhexidine alcoolique à la place de l'anesthésique. En général, vous voyez là, c'était à l'époque des francs, un CHU condamné à 7 millions, mais c'est des cas dramatiques. Ça concerne une mère qui va accoucher. Ça donne des lésions type paraplégique massives et en général, un décès qui survient dans les quelques années après un parcours de vie ou de fin de vie épouvantable. Comment ça arrive ça? Ça arrive simplement parce que, et c'est connu, hein, la l'HAS l'a décrit, il a fait une enquête sur chirurgie plastique et l'a décrit, ça arrive tout simplement comme ça parce qu'il y a des gens qui vont déconditionner les produits et on va se retrouver sur le chariot, enfin sur la table d'anesthésie avant la péridurale ou sur la table chirurgicale, avec la cupule de gauche qui contient la chlorhexidine alcoolique incolore, la cupule de droite qui comprend l'anesthésie. Donc, d'un côté, je vais anesthésier la personne, de l'autre, je vais la tuer, et la sécurité repose sur le fait qu'il y en a un qui est à gauche et l'autre à droite. Donc là, on n'est pas fautif directement, mais moi j'incite chacun à faire le tour de ses blocs opératoires, de sa salle de naissance, pour voir s'il n'y a pas une situation à risque comme ça. Je pense qu'on ne sera pas les premiers à te chercher. Il y aura l'anesthésiste, il y aura le pharmacien sûrement avant nous, c'est clair. Mais déjà, si on arrivait à éviter un cas dramatique comme ça, simplement en se posant cette question-là, ça serait sûrement quelque chose de très très bien. Après, je suis hygiéniste et je ne fais pas le fit test pour les masques FFP2. Donc ça veut dire c'est à peu près tout le monde en France. Si on dit que dit les recommandations, depuis 2018, la SF2H, on est un peu pénible, je le sais, dit qu'il faut le faire. Donc on a rappelé qu'il y a le fit check, c'est bien, mais c'est partiel d'efficacité, donc il faut faire le fit test pour choisir le masque de façon adaptée et avoir une offre plurielle de masques, évidemment. On avait dit en 2018 qu'on peut commencer par les services les plus à risque. On était en phase pré-Covid. Il faut connaître la science parce que si c'est vous qui conseillez l'achat du masque, alors, il y a des centrales, mais vous pouvez être un conseiller direct, sortir du choix de la centrale. Évidemment, si vous me dites, moi ce que je veux c'est un modèle bec de canard et que j'attrape une tuberculose multirésistante en étant professionnel de santé, je pourrais dire, mais attendez, votre conseil, il n'est absolument pas fondé sur la connaissance scientifique de l'efficacité des masques FFP2 sur le marché. On a fait 2 enquêtes GRS, INRS avec la SF2H pour montrer où on en était de tout ça, du fit test, des choix de masques. Ça, c'est la dernière. Le résultat est quand même pas merveilleux. Je veux dire, fit test, le oui est en bleu. Pour les modèles, c'est un peu mieux, mais on est encore loin de la réalité.
Et quand on cherche les explications, il y a des fois des choses atypiques que je comprends très bien en termes si je suis sur le terrain chargé de le faire, hein. Comme il y a des échecs au fit test et qu'on ne sait plus quoi faire, que les gens ont peur après, je préfère ne pas le faire. Mais sur le plan juridique, ça tient pas trop la route, ça, quand vous allez commencer à avoir quelqu'un en face qui vous dit ben, moi j'ai été contaminé, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Si je dis ben, parce que j'avais trop peur que vous ne réussissiez pas le test avec le masque que vous aviez, je ne pense pas que le juge sera très clément avec cet argument-là. Donc on a fait les efforts, hein, la CF2H, pour ben, vous montrer comment ça marche, le mettre en œuvre. On a fait une vidéo autour de ça. Là encore, notre mise en cause n'arrivera peut-être pas tout de suite, mais elle pourrait venir un jour et on doit essayer de mettre en place les conditions de réalisation de ces mesures de prévention. Donc les dernières recommandations de la SF2H sur l'appréhension de la transmission par voie respiratoire reprennent évidemment par le détail tous ces éléments-là. Suis-je dans le bon timing? Alors ça, c'est un petit souvenir d'une épidémie un peu ancienne, 2002, qu'on a géré au Séclin, hein, avec 2 cas de légionnaires qui arrivent dans un établissement de santé. C'est une infirmière hygiéniste qui est seule sur son établissement, pas de praticien. Voilà l'épidémie, c'était quand même une belle épidémie, hein, 35 DO, 21 cas certains, il y a eu 4 ou 5 décès de mémoire, avec beaucoup de cas nosocomiaux, évidemment, donc acquis dans l'établissement, pour lesquels on pourrait nous reprocher même les cas communautaires, puisque la source commune était une tour aéroréfrigérante. Si je remets rapidement l'histoire de cet épisode, donc il y aura une mise en service d'une tour qui va être faite dans des conditions non optimales, qui va se contaminer. Les cas vont se multiplier. Quand on est alerté, vous voyez, on a déjà la plupart des cas sont là, hein. On va commencer l'enquête, on va proposer des chocs et il y aura un arrêt de la tour autour de ça. Mais si je regarde derrière, qu'est-ce qui se passe? Au début, la tour elle est montée jusqu'à 600 000 UFC. On fait un premier choc, ça descend bas. Quand on a le premier résultat, parce que c'était l'époque où on n'avait pas de PCR, ça allait plus lentement, c'est de la culture, on est déjà à 20 000 et on tarde, le lendemain on est à 60 000. Et on préconise le deuxième choc parce qu'on savait, on avait une pression locale pour dire si on arrête la tour, ben, l'activité chirurgicale obstétrique s'arrête, l'établissement peut-être va péricliter. Donc nous, on continue, mais ça repart derrière. Et il faut heureusement qu'une personne de la DGS, Martine Lequelec-Nathan, pour pas la citer, ça fera plaisir à Catherine, nous dise mais qu'est-ce que vous bricolez, les gars? Et là, je veux dire, des cas tardifs pourraient très bien, s'ils avaient accès à tout ça, dire mais votre décision est totalement infondée et vous nous avez mis en danger en laissant cette tour ouverte alors que vous saviez qu'elle était contaminée. Il y a eu un procès, il y a eu des plaintes de patients et donc ça a mis 10 ans parce que le pénal c'est long. Donc ça veut dire que quand vous êtes mis à la cause ou en cause pour le pénal, pendant 10 ans vous allez porter le poids de ce qui est en cours et qui se matérialise pas. Et même si ça mène à rien, c'est pas terrible. Donc là, c'est le directeur de l'établissement qui va finir par être condamné. C'était un homme fort sympathique. Et par contre, Suez, qui était le sous-traitant, eux, ils vont être totalement relaxés. Donc, il faut se dire que la justice, c'est pas de la prévention du risque infectieux, hein. Il y a des choses qui sont un peu similaires. Donc, d'abord, Catherine vous l'a bien montré, il y a les lois qui s'appliquent. Les lois, c'est les plus fortes. Et en l'occurrence, le directeur, l'établissement, mais représenté par son directeur, n'avait pas déclaré la tour qui est une installation classée. Donc ça, à partir de là, c'est crime de lèse-majesté pour le juriste. C'est le plus haut niveau réglementaire, vous ne le faites pas, c'est tout pour vous. Le reste, c'est de la tambouille. Et je me souviens, la première réunion, c'était que l'investigation. D'un côté, on avait le directeur, la direction un peu perdue avec nous et les hygiénistes. Et de l'autre, vous aviez les gens de Suez, le sous-traitant, avec déjà des avocats qui niaient tout. Et vous voyez même où ils ont poussé la subtilité, c'est qu'ils avaient la traçabilité qu'ils avaient dit à l'établissement de faire de la recherche, et l'établissement avait dit non. Donc là, c'est tout pour l'établissement, et le prestataire, même si visiblement la personne qui avait fait la mise en eau s'était trompée de désinfectant, l'avait laissé stagner, enfin il y avait plein d'éléments. Mais tout ça, c'est que de la bonne pratique, comparé à j'ai pas déclaré l'installation classée. J'ai pris un autre exemple pour terminer ces exemples. Tout le monde a entendu en 2014 les 3 nouveau-nés morts à Chambéry, suspectés d'avoir été contaminés par des poches de nutrition parentérale. Et
comme on peut le voir maintenant, 10 ans après, les familles attendent toujours un procès. C'est des parcours qui sont extrêmement difficiles. Ils sont difficiles si moi je suis mis en cause et j'attends, mais pour les familles, c'est terrible, hein. Il y a eu 2 expertises en commission de conciliation et d'indemnisation, donc une qui a été jugée infructueuse. La première, la deuxième, on me l'a proposée, personne n'en voulait, donc j'ai accepté. Là, vous voyez, vous allez voir les détails de ce qu'il y a. Je vous ai dit que c'était parfois compliqué. Je me suis dit, bon, ça fait 25 ans que tu travailles dans le domaine, même si t'es pas expert, que t'as pas été formé, si tu le fais pas, personne ne le fera. Donc je l'ai fait avec un co-expert qui est quelqu'un de génial, hein, qui est un réanimateur néonat, spécialiste du risque infectieux. Si vous n'avez pas un clinicien expert, vous en sortez jamais. Mais c'était particulier, hein. Je veux dire, Joseph disait, peut y avoir 15 personnes. Là, on a eu 24 personnes autour de la table, représentant l'établissement de santé, représentant le producteur des poches de nutrition parentérale, le producteur de la poche, le fabricant de la poche, le transporteur de la poche, évidemment les familles, avec pas mal d'avocats. Et comme c'était 3 bébés, chaque cas c'est individuel, on a fait 3 sessions, on a fait une journée entière de ça. Donc une aventure quand même assez particulière qui vous marque. Mais qui a marqué aussi nos collègues hygiénistes, hein, de l'établissement. Ils ont vécu ça très douloureusement, cette remise en cause des pratiques, de leur gestion, même si rien n'a été retenu contre eux. Ils ne sont pas dans la cause finale juridique et judiciaire. Alors il y a un petit mot une petite chose qu'on n'a pas vu trop, mais qui est important. C'est ce qu'on appelle l'état antérieur. Donc en gros, c'est le pourcentage de la complication, chez nous de l'infection et du décès s'il y a décès, qui est expliqué par l'état du patient, déjà visible au moment où ça va survenir. C'est quelque chose de complexe. C'est un pourcentage, il n'y a aucune ABAC en néonat. Et pour se dire chez un grand préma quel est l'état antérieur, on a passé du temps avec mon collègue néonat. Mais c'est quand même un élément important. On a parlé beaucoup de la vaccination Covid, enfin, et du Covid nosocomial. Moi, je n'aurais pas eu d'état d'âme à mettre chez quelqu'un de pas vacciné un état antérieur lié à la non-vaccination. Je ne sais pas ce que ça aurait donné après dans la commission de conciliation, mais pour moi, c'était jouable. Après, un point important, si vous êtes en fonction d'encadrement, c'est que vous devez de la bienveillance, de l'accompagnement, euh, de la compassion à vos collègues. Et si vous n'avez pas ça, et si vous poussez l'extrême de l'autre côté, ça vous sera reproché, je dirais assez naturellement aujourd'hui, c'est bien que ça le soit. Mais pensez dans votre fonctionnement à ça. Et évidemment, dans toute mise en cause, suspension administrative ou sanction disciplinaire, il y a la possibilité de faire un appel, c'est ce qu'a fait ce directeur. Mais rien que le fait d'être dans les journaux, même si quelques années après tout ça n'aboutit à rien, le préjudice aussi déjà pour la personne, si d'aventure elle n'avait pas commis de faits répréhensibles, et évidemment aussi lourd. Donc soyez gentils. Après, j'ai mis juste quelques dias historiques de ce qu'on a appelé la mission IDMIN. La grande époque des usagers, c'était à la Michel Serretti, donc histoire de la clinique du sport, qui a fait tout émerger en termes de réglementation et de réparation. Ils avaient créé sous l'égide de la HAS quand même une mission qui avait un numéro azur où on appelait pour les infections nosocomiales. Les plus jeunes vont trouver ça totalement surréaliste, mais c'était la réalité. Et donc pourquoi les gens appelaient à cette époque? Il y en avait 30%, c'était soit une information juridique, soit une orientation pour une forme de médiation. Le reste voulait des informations ou des données personnelles. Et ce qui est intéressant, et Joseph l'a abordé un petit peu la dernière fois, c'est de voir quelle était la problématique. C'est souvent des dossiers très complexes, avec une succession d'événements problématiques. Il y a les aspects de rupture de confiance entre le patient, l'établissement, les professionnels, de manque de compréhension de ce qui s'est passé, d'agressivité. Il y a toujours une composante émotionnelle qui est forte. Et en fait, finalement, au total, qu'est-ce qu'attendent les victimes? C'est pas forcément en premier la réparation ou l'indemnisation, même si elle peut leur être utile. C'est que l'établissement s'excuse, que la complication, c'est un minimum, et qu'on leur dise qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Ça, Joseph l'a souligné, c'est jamais le cas. Et c'est en commission de conciliation qu'ils comprennent et qu'ils apprennent au travers de l'expertise. Et aussi ce qu'a donné l'enquête et les résultats. Alors, si c'est un procès, ils le sauront forcément. Parce que derrière, leur idée, c'est de savoir est-ce que mon expérience dramatique a fait changer les pratiques et va aboutir au fait que d'autres ne seront pas mis dans cette cause-là, dans cette difficulté-là.
Alors, petit clin d'œil à cet outil, évidemment, qui vient juste d'être maire d'une petite Serena qui est merveilleuse, et on lui souhaite de bien en profiter. Donc, c'est les conseils de ChatGPT. Il faut toujours interroger son IA. Vous direz cet outil, et elle a raison. Je trouve qu'ils sont pas mal pour limiter les risques juridiques. Le premier, évidemment, me faisant plaisir. Alors, moi, ma vision de tout ça, je pense que vous devez être des acteurs, c'est votre métier, c'est notre métier de la sécurité engagée au quotidien, savoir identifier les situations à risque et proposer de les supprimer. On l'a vu avec la chlorhexidine alcoolique mal utilisée. Vous ne devez pas avoir que le risque infectieux. Si vous introduisez un produit qui peut avoir de la toxicité et des événements graves, vous devez intégrer ça dans votre stratégie. Vous devez utiliser maintenant les technologies modernes pour être en pleine capacité de travailler. Il y a l'IA, il y a les logiciels métiers, il y a la BIM pour la construction d'établissements et la gestion de l'air, etc., etc. Et évidemment, vous devez suivre l'évolution scientifique et adapter vos procédures et vos stratégies au fur et à mesure. Après, votre rôle, c'est de concourir à informer les équipes et leurs patients résidents sur pourquoi une IAS est arrivée, quand elle est arrivée, pour qu'ils comprennent et qu'il y ait cet élément d'assimilation et de compréhension, d'où venait le micro-organisme, comment l'infection a pu se révéler. Évidemment, on parle de prévention, mais l'atténuation, c'est important. Et si on fait un diagnostic rapide et un traitement adapté, il n'y aura pas de conséquences. On rappelle que pour qu'il y ait des dommages et pour qu'il y ait des mises en cause et des procès, il faut qu'il y ait des dommages majeurs. Ce n'est pas un jour d'hospitalisation qui vous emmènera au pénal. Faire des retours d'expérience dans le référentiel métier, c'est dans tous les savoirs agir, mais il ne faut pas y renoncer. Et aujourd'hui, on y renonce beaucoup trop de mon point de vue. Et même l'OH doit faire ses propres retours d'expérience. Et Joseph l'a dit, fournir toutes les pièces demandées par les experts. Alors lui, il les a toutes. Moi, dans mes quelques expériences, j'ai eu un peu plus de mal que lui, mais je ne suis pas Joseph et je n'ai pas la même autorité de bloc opératoire naturel. Et donc, si vous faites tout ça, vous aurez une chance peut-être de porter la tenue rayée dans des circonstances plus agréables que celles du début. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était trop intéressant. Je pense qu'on va passer aux questions dans l'ordre. Donc, il y a une première question qui concernait le début de votre présentation concernant la traçabilité des avis notamment. Comment est-ce que vous conseillez de tracer ces avis? Moi, personnellement, j'ai un archivage mail, quoi. Je veux dire, organisé. Pour pouvoir, le moment donné, retrouver l'épisode donné. C'est les échanges qui ont eu lieu, quoi. C'est le plus simple. Il faut non seulement tracer les mails, mais évidemment sauvegarder sur un disque largement les quinzaines de gigas de votre boîte mail et de tous ces composants. Pour moi, c'est le plus simple. Je sais pas si Joseph a une vision de la meilleure façon d'archiver, parce que lui, il est beaucoup plus expert que moi. Oui, dans l'exemple que j'avais présenté la dernière fois sur ce jeune homme avec la fracture acromioclaviculaire, euh, l'échange de mails a été particulièrement important dans les pièces. C'était un échange entre la kinésithérapeute et le chirurgien. Et bien heureusement qu'on ait eu cet échange, parce que du côté de la chirurgie, il y avait en post-opératoire et à domicile, il y avait peu d'éléments factuels. Et donc, pour les experts, ça a été une aide considérable de savoir ce qui s'était passé au travers de ces échanges. Donc finalement, toujours doubler notre avis qu'on va donner sur le terrain par un retour par mail aux équipes concernées et garder ces mails précieusement dans nos archives. On avait une deuxième question qui était aussi plutôt une remarque, c'est que souvent les décisions ne dépendent pas de nous. Et quand on pense à nous de demander notre avis, il y a quand même beaucoup de freins et on n'est pas les décideurs finaux du processus. Je pense notamment à des exemples avec le service des achats ou de logistique où on va recommander des choses qui sont prouvées et on va nous demander des preuves et on va remettre en question notre avis. Ça, ce qui peut vraiment être compliqué sur le terrain. Je pense qu'on a tous des exemples au niveau des équipes d'hygiène.
Disons que nos avis soient remis en cause, c'est inéluctable, c'est comme ça, pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais c'est pas la question. Mais nous, on a devoir de conseil, c'est-à-dire que si on choisit un produit, on doit dire voilà les normes d'efficacité qu'il doit avoir, voilà le type de produit qu'on peut avoir, voilà les risques auxquels vous exposez si vous prenez un produit pas cher, bas de gamme. Une fois qu'on a fait ça, on a fait notre travail. Alors on aimerait évidemment que ça se concrétise par le fait que la décision suive notre choix prioritaire. Mais si elle ne le suit pas, on ne peut pas être mis en cause sur ça, de mon point de vue. Ok, merci. Une autre question. Pour faire le lien avec votre présentation, à quand un texte opposable relatif au respect des effectifs des équipes de prévention du risque infectieux afin de remplir pleinement nos missions? Oula, ça c'est une vaste question. Avec Désolée Joseph, pour la question. quand il était président de la SF2H, on a déjà beaucoup travaillé, c'était du 2010. On avait passé du temps avec le ministère à faire des choses très très sophistiquées pour finir par du très très bas de gamme en se disant si on sauve l'existence, c'est pas mal. Honnêtement, aujourd'hui, la tendance est inverse. On a une circulaire de 2000 en coma presque dépassé et le ministère ne veut s'engager en rien en tant que tel dans des ratios. Ça, c'est clair. Euh, la seule partie que je vois, qu'on a plaidé récemment à la SF2H auprès du cabinet du ministre de la Santé, c'est les ratios infirmiers. C'est-à-dire, puisqu'il y avait ceux de réanimation, on sait que quand on a des ratios infirmiers, ils sont en général respectés, sauf vraiment catastrophe, et s'ils ne sont pas respectés, on ferme des lits. Euh, la loi prévoit maintenant que ça soit étendu à toutes les disciplines. Alors on sait que ça va être un process très long, ça passe par la HAS, donc il va falloir des années et des années pour couvrir le spectre. Mais à mon avis, on a intérêt pour notre partie infirmière à s'engager dedans, pour qu'un jour, notre discipline soit aussi dans ces ratios obligatoires. Pour les médecins, c'est pas pour tout de suite. Donc aujourd'hui, on fait avec les textes qu'on a et nous, ce qu'on milite surtout, c'est on l'a refait récemment dans une réunion avec le ministère pour qu'il y ait un suivi au moins des effectifs fait officiellement par le ministère et les ARS, pour qu'il y ait au moins un constat des difficultés et que face à des situations complexes, on puisse être appuyé par les tutelles et la nation. Maintenant, le texte opposable pur, j'y crois pas du tout pour le moment. Merci beaucoup. Joseph, Les tu voulais dire experts, quelque chose? les experts n'ont pas forcément besoin d'un texte opposable. Parce que quand on reçoit la lettre de mission, et je vous l'ai dit la dernière fois, les deux premières questions dans la situation d'un dossier avec infection, c'est est-ce que les moyens sont en place et est-ce qu'il y a le respect des règles d'hygiène? Donc effectivement, les moyens, c'est au minimum qu'il y ait une infirmière hygiéniste pour les experts, et puis quand il n'y a pas un médecin, qu'il puisse y avoir un recours à quelqu'un, un médecin ou un pharmacien, hein, peu importe, mais le recours à quelqu'un sur lequel, personne sur laquelle va s'appuyer l'infirmière hygiéniste de l'établissement. Donc c'est quand même l'absence de texte réglementaire, puisque la circulaire, c'est, comme tu l'as dit Pierre, bon, comme ci, comme ça, n'empêche pas les experts de dire ce qu'il y en est dans le cadre de ses moyens et de ses respects des règles. Peut-être que Catherine veut dire quelque chose, parce qu'elle a même produit les textes à une époque de sa carrière quand elle était conseillère du ministre. Non, non, mais bonjour à tous. Vous avez bien dit la réalité. Effectivement, mettre des ratios dans des textes réglementaires, c'est impensable. Ça l'était déjà il y a 25 ans, lorsque quand même le premier décret en 99 créant les équipes opérationnelles d'hygiène mettait bien un temps de présence infirmier et médicale ou pharmaceutique, donc il y avait quand même une obligation d'avoir du temps, mais le ratio ne pouvait être fixé que par des circulaires, et encore, je ne sais même pas s'il le referait, parce que ça a été demandé de l'actualiser, mais voilà, le ministère est très réticent là-dessus parce qu'on manque d'éléments factuels au niveau qui pourraient, à un niveau réglementaire, fixer des quotas. D'où
l'importance de l'action de la SF2H pour faire pression sur le ministère via des recours professionnels ou sur la HAS pour réintroduire ces obligations via le suivi d'indicateurs ou autres. Donc, voilà, on utilise des moyens détournés, mais on défend ces ratios. Merci beaucoup pour ces précisions à vous trois. On va passer à une autre question. Donc, la réelle responsabilité de l'hygiéniste ne se mesure-t-elle pas au tarif de son assurance professionnelle? Une centaine d'euros par an, en ce qui me concerne, donc qui a posé la question, à comparer au tarif d'assurance pro des autres spécialistes, chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens par exemple. Ce qui se mesure par le tarif, c'est le remboursement fait au jour J des cas qui ont été indemnisés. Donc ça veut dire que nous, il n'y a quasiment rien, donc on ne nous demande rien en regard. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être mis en cause sur un dossier particulier à un moment donné. Bien sûr, je ne pense pas qu'on aura des assurances à 10 000 euros parce que si un jour il y a un cas, il n'y en aura pas plein. Mais ça ne veut pas dire, c'est parce qu'on ne paie pas beaucoup d'assurances qu'on n'a pas de responsabilité potentielle. Mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, on est des acteurs de la responsabilité de deuxième, troisième ligne. Forcément, la responsabilité va beaucoup sur le directeur et le médecin qui prend en charge le patient, c'est clair. Mais je ne sais pas, Joseph, comment tu verrais notre positionnement? Je partage ce que tu viens de dire, hein, évidemment. C'est pas le montant de l'assurance. Moi-même, en tant qu'expert, je paye une assurance en responsabilité professionnelle, mais elle est ridicule. Pourquoi? Parce que jusqu'à il y a encore quelques années, très peu d'experts étaient mis en cause. Très très peu. Mais ça a commencé. Et ce qui me fait vouloir vous passer un message, surtout pour les patients, parce que qui n'a jamais assisté à une expertise, Pierre, tu l'as dit tout à l'heure, hein, moi j'ai eu à mener, à coordonner des expertises à 4 experts. Et là, quand on est à 30 personnes dans une salle, avec un patient qui est perdu là-dedans, je peux vous dire que pour le patient, c'est terrible. Donc, véritablement, les patients sont confrontés à un deuxième problème avec les experts, c'est j'allais dire, pour être gentil, la variabilité de la qualité des expertises. Voilà. Je parle bien dans notre domaine, de l'infection nosocomiale. Moi, j'ai beaucoup, et je vous l'ai dit la dernière fois, beaucoup œuvré pour que chaque fois qu'il y ait une infection, les CCI exigent la présence d'un expert en infection nosocomiale. Parce que sinon, on confie les expertises de ce type à des gens qui, malheureusement, ce n'est pas leur domaine. Ils n'ont pas la connaissance que nous avons, nous, sur le terrain, de ça. Et moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, parce qu'on m'a confié des contre-expertises et même des contre-contre-expertises. Pourquoi? Parce que les rapports ont été à chaque fois, évidemment, discutés. Et je vous donne juste un exemple, hein. On lit un rapport où on conclut un staph doré sensible à la méticilline. Il suffit de tourner le verso de la feuille et de voir qu'il est résistant à la méticilline, par exemple. Voilà. Donc là aussi, hein, il y a dans les expertises une variabilité de la qualité des experts. Ouais, moi, je suis d'accord, je crois qu'on n'est pas égaux face à l'expertise parce que la première chose, c'est la qualité de l'expert. Donc, tout n'est pas. Et le deuxième point, c'est la qualité, si on va dans des tribunaux, du défenseur que vous avez. Donc, la loi s'applique de la même manière à tout le monde, mais il y a des petites variantes selon les circonstances quand même. Après, Joseph l'avait dit, un expert, c'est un médecin, celui qui peut coordonner l'expertise, mais on a des collègues hygiénistes pharmaciens qui sont co-experts, par exemple Sandrine Cadouet, elle en fait énormément. Elle est associée à un orthopédiste qui lui porte l'expertise, mais vous pouvez aussi contribuer de façon très active aux expertises de CCI. Est-ce que vous recommandez l'assurance aussi à, par exemple, à un infirmier hygiéniste qui est tout seul sur son site? Ou ce sera juste un praticien, médecin, pharmacien, responsable d'une équipe? Moi, de principe, une assurance, c'est toujours pas mal.
le moment venu pour, surtout quand elles sont pas très élevées. Et quand on est tout seul sur son site, on porte de toute façon la responsabilité de la PRI. Hein. C'est soi-même, comme l'infirmière dans l'épisode que je disais d'énormes épidémies de légionellose. Hein. Donc là, peut-être qu'on ira chercher peut-être un peu plus difficilement encore la responsabilité, mais c'est pas sûr. Hein. Donc je veux dire que avoir une responsabilité, enfin une assurance d'un petit montant, mais qui vous couvre spécifiquement, c'est toujours intéressant. Il faut savoir que le directeur peut se retourner contre vous. Alors, ils le font de façon exceptionnelle, mais c'est possible dans une structure. Donc à ce moment-là, c'est votre propre assurance qui joue, c'est plus celle de la structure. Donc c'est pas complètement incohérent d'investir un petit peu dans sa sécurité juridique. Enfin, je ne sais pas, mesdames, ce que vous en pensez en tant que expertesse loi. Assurance professionnelle. Grande question. Ouais. Donc ça nous laisse sans voix. Oui, ça oui. me laisse sans voix. Oui, à partir Moi, du Non, mais moment je crois que Pierre a raison. Mm. Dans un établissement public, l'infirmière, comme le médecin d'ailleurs, hein, c'est d'abord l'établissement hein, qui est mis en cause. Hein. Mais l'établissement, lui, peut se retourner contre le professionnel. Alors, dans un établissement, dans l'exercice libéral, là, je crois que c'est très important qu'il y ait qu'une infirmière ait une responsabilité civile professionnelle, ne serait-ce que pour l'exercice de sa profession. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, une autre question un peu plus concrète pour notre expert judiciaire, c'est en cas de contentieux lié à une infection de site opératoire, est-ce que les experts prennent le temps d'étudier les résultats des prélèvements environnementaux des salles des blocs, les qualifications, la qualité de l'eau, la traçabilité du bio-nettoyage, etc. Ou est-ce que vraiment ils vont se concentrer sur tout ce qui va être antibioprophylaxie, facteur de risque du patient et préparation cutanée, par exemple? Alors, je vous ai montré la liste la dernière fois de tout ce qu'on demande, y compris les prélèvements d'environnement. Mais en fait, c'est une liste. Quand on reçoit le dossier, on va commencer par étudier ce dossier. Et selon les situations, selon les micro-organismes en cause, etc., selon la manière dont dont a été pris en charge au bloc opératoire le requérant ou la requérante, on va aller très loin dans la demande des prélèvements d'environnement. Mais ça n'est pas systématique. Vous comprenez? Voilà. Il ne faut pas avoir une pléthore de demandes inutiles, parce que c'est une surcharge de travail pour l'équipe d'hygiène qui va avoir à fournir des documents. Et Pierre l'a dit tout à l'heure, Annecy, ça fait combien d'années en arrière? Alors, des fois, les dossiers arrivent 2 ou 3 ans après, pardon, la survenue du problème, mais des fois, on est 5, 6 ans, 7 ans en arrière. Et donc, je vous rappelle qu'il faut conserver, là je vais me substituer à Catherine et à Pierre, il faut absolument dans les établissements que l'on conserve les procédures quand elles évoluent. On ne détruit pas la procédure des années précédentes. On les archive parce que quand on va se prononcer sur un dossier, on se prononce sur les procédures au moment de l'événement. Mais ça, c'est la gestion documentaire, Catherine, tu connais ça mieux que moi. En théorie, on est censé aussi être aidé par la structure de l'établissement sur la gestion documentaire, mais je dis bien en théorie, mais je pense que tu as raison, c'est ce que disait Pierre, le mieux c'est quand même d'archiver nous-mêmes un maximum d'éléments sur notre activité à un moment donné, plutôt que de dépendre d'autres. Et peut-être par rapport au prélèvement d'environnement, par rapport à ce que disait Joseph, je pense qu'aussi c'est utile à un expert pour apprécier la qualité de la gestion. On n'a pas tous les éléments pour savoir ce qui s'est fait à un moment donné, à l'instant pour un patient. Mais si en gros, on voit déjà que le rendu des résultats du labo, il n'est pas conforme, donc on sait que c'est pas bon. Si il y a des problèmes et qu'il n'y a aucune gestion en regard,
on sait qu'il y a des difficultés. Donc ça aussi pose un contexte sur comment gérer le risque infectieux dans la structure en général. Forcément, ça influe un petit peu sur la pensée de ce qui a pu se passer dans le cas particulier, puisqu'on a toujours des éléments partiels pour reconstituer l'histoire infectieuse. Tu as raison, Pierre, on demande aussi la surveillance. La surveillance, elle ne peut pas aider pour le cas, parce que c'est anonymisé la surveillance. Mais quand on demande pour l'orthopédie ou la chirurgie digestive, quelle est la surveillance et donnez-nous le programme de surveillance que vous avez mis en place dans votre service, hein, eh bien, quand on reçoit oui, on a en place ça. Voilà, avec le CEPIAS, enfin, etc., les éléments de cette surveillance, ça prouve quand même qu'il y a une prise en compte quelque part de la mesure et de l'évaluation des problèmes dans ce service. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Excusez-moi. Dans le respect des bonnes pratiques, quel est le poids donné aux bonnes pratiques internationales si manquant au niveau national? On n'en manque pas au niveau national. On n'en manque pas. Moi, j'ai jamais, en 25 ans, je n'ai jamais manqué de recommandations nationales, hein. Il suffit d'aller voir la longue liste de la SF2H, notamment en termes d'infection, hein. Puis la SPILF et la SFAR pour ce qui est de l'antibiothérapie, l'antibioprophylaxie. Alors, il y a des disciplines, par exemple comme l'urologie, où les recommandations sont européennes donc il faut Oui. aller voir. Alors là, ça va pas être sur, il y a des aspects de risque infectieux, mais ça va être par exemple sur la bonne technique chirurgicale. Ça influe sur le risque infectieux. Donc là, c'est poussé assez loin, mais je veux dire, si l'équipe pratique pas la bonne technique chirurgicale recommandée au niveau européen par toutes les sociétés, dont la française, ben, ça pose question. Donc dans ces cas-là, il peut y avoir quelque chose. Mais à part l'Euro, je connais pas beaucoup de sociétés qui sont capables d'avoir des recos consensuelles européennes actualisées tous les 2 ans, hein. Et en risque infectieux, alors on n'a rien du tout de consensuel en Europe. Tu as raison, Pierre, mais là, c'est à l'expert chirurgien de s'en préoccuper. C'est pas moi, je répondais que sur le plan infectieux. Par contre, tu m'y fais penser en endoscopie digestive, pour l'antibioprophylaxie, actuellement, même l'ASFAR renvoie aux recommandations européennes, hein, de la Société européenne d'endoscopie, hein. Voilà. Donc, on se fie effectivement en France à ce qui est marqué dans les recommandations françaises. Allez voir la recommandation européenne. Voilà. Ok, merci. Sur un peu le même sujet, est-ce que les experts sont sensibles au fait qu'il y ait eu un signalement interne du service vers l'équipe opérationnelle d'hygiène, voire un signalement externe quand c'est le cas? Est-ce que ça rentre en... c'est noté ou ça rentre en jeu dans le dossier? Qui répond? Vas-y, tu as plus d'expérience, je donnerai mon point de vue après. Alors, ça arrive effectivement qu'on regarde ça. Moi, j'ai eu dans mon expérience une série d'endophtalmie avec la même équipe. Eh bien, à ce moment-là, je peux vous dire qu'on va très loin dans les demandes, hein. Évidemment. Est-ce que ça a été signalé? Qu'est-ce qui a été investigué? Qu'a donné l'investigation? Etc. Parce que quand vous avez eu une endophtalmie avec une équipe, hein, voilà, et que 3 mois après, la CCI vous envoie un deuxième dossier avec encore une endophtalmie, là, vous commencez quand même à vous dire, ce n'est pas un épiphénomène. Voilà. Et là, on va se tourner effectivement vers l'établissement et vers d'ailleurs l'équipe mise en cause pour avoir un certain nombre d'éléments. Et les chirurgiens, côté chirurgical, au cours de l'expertise, on demande aux chirurgiens, hein, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'actes vous pratiquez en termes, par exemple, de prothèses de genoux?
pour avoir aussi une idée de l'expérience du chirurgien. Hein, vous voyez, donc moi, on parle ici beaucoup infectieux, mais il y a aussi toutes les parties chirurgicales ou autres, hein, les hépatites, etc. Et je pense que Joseph a raison, dans la gestion de l'alerte est quelque chose d'important. Dans le dossier de Chambéry, le juge le demandait. Et quand vous avez une série de cas, vous n'allez pas apprécier l'alerte de la même manière. Le premier cas, c'est normal de ne pas avoir alerté. Mais le service, quand il arrive à son deuxième, et si c'est un deuxième décès ou quelque chose de très grave, ben, il aurait dû faire le signalement interne, et etc. pour le signalement externe. Donc ça va être un peu subjectif, mais on va devoir se mettre au moment donné avec la connaissance des éléments donnés, comme si j'avais été mis en cause dans l'épidémie de Légionelle. À ce moment-là, vous connaissiez ça. Est-ce que la stratégie était la bonne? Et donc il faut se replonger dans ça, mais c'est forcément un élément qui est important. Merci. Juste pour revenir aux prélèvements environnementaux, il y avait une question sur la durée de conservation des résultats de ces prélèvements. Est-ce qu'il y a quelque chose écrit quelque part là-dessus ou c'est le plus longtemps possible? Catherine, je C'est un pense truc de là. juriste, j'allais dire. Oui, Non, oui, non, mais ça reste, je pense, c'est la durée d'utilisation de l'équipement. En général, on essaie de garder les documents relatifs à la maintenance et à la surveillance pendant la durée d'utilisation de l'équipement. Après, ça fait des délais qui peuvent être très très longs. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse juridique sur un temps minimum. Et après, c'est l'établissement qui va définir. Donc, s'il définit que c'est lié à l'équipement pratique, ça peut être, voilà, je pense que ça peut aller jusqu'à 15-20 ans. Si on estime que c'est lié à la prise en charge du patient et au dossier patient, ça va être lié au patient. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse juridique sur la durée de conservation des résultats de prélèvement. Alors j'ai le souvenir, je voulais le vérifier là sur l'instruction de 2016 et surtout les facs qui ont suivi pour l'endoscopie. Et je crois que d'un point de vue réglementaire, les résultats des prélèvements concernant les endoscopes notamment, c'est au moins 5 ans. Mais c'est au moins 5 ans au laboratoire ou au service d'hygiène qui les reçoit. Par contre, il ne faut pas oublier ce que tu dis, Catherine, c'est que normalement, on doit pouvoir retrouver des résultats microbiologiques, hein, pas forcément pour les endoscopes, mais pour les patients, dans le dossier patient. Et le dossier patient, il se garde longtemps. Hein. Ouais. Donc, Parce qu'on doit pouvoir faire le lien entre le dossier patient et l'endoscope utilisé et les oui, documents de maintenance de l'endoscope. oui, Donc voilà, là pour un endoscope, je serais plutôt partie sur la durée de vie de l'endoscope plus 5 ans. oui, Voilà, parce que c'est lié à un dispositif oui, médical. oui. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant que nous allons pouvoir creuser. Comme tu le soulignais, Catherine, c'est important aussi d'apprendre la tâche de son établissement. Ici, au CEPIAS, on essaie de faire un peu de tri, mais l'établissement nous a rappelé qu'on n'était propriétaire d'aucune donnée, que tout lui appartenait et que c'est lui qui souhaitait conserver le plus longtemps possible les choses. Donc, ça part en archivage. Donc, il y a des stratégies différentes selon les établissements. Il y a les 10 ans, il y a les 30 ans pour le pénal, mais des fois, il y a jusqu'à consolidation. Il y a des choses qui sont très, très longues. Donc, comme l'a dit Joseph, c'est plus lié au dossier du patient, mais il faut faire le lien avec ça. Donc, je pense qu'il faut aussi s'adapter à la stratégie de l'établissement, quoi. Et Merci beaucoup. maintenant, c'est vrai que la numérisation nous permet de garder quand même, au moins sur informatique, des éléments et qui nous permettent de couvrir les 30 voire 40 ans liés au dossier patient. Voilà, donc effectivement, éviter de jeter et conserver au moins les enregistrements maintenant.
Ok, merci beaucoup pour ces retours. On enchaîne avec une question. Donc, en établissement privé, nous avons des secteurs type angio et médecine nucléaire externes à l'établissement sur site. Ces établissements, ils nous demandent de gérer les prélèvements et de payer les prélèvements. Est-ce que c'est à l'hygiéniste de gérer les mesures d'action et suivre les résultats, ou est-ce que cela doit relever de leur responsabilité? Donc, quand il y a des sites privés sur des sites publics, si j'ai bien compris la question. Ben, ça dépend du contrat qui lie les deux sites. Et si effectivement le contrat porte sur la réalisation de prélèvements plus l'interprétation et qu'il y a en regard une prestation payée, voilà, comme tout contrat, faut absolument définir les responsabilités de qui fait quoi, qui propose les décisions, et après le décisionnaire, de toute façon, ça va être le responsable de la structure. Mais il faut bien organiser le circuit d'information. Ok, merci beaucoup. Différencier ce qui est le pur droit de ce qui est aussi la logique. Parce que si l'hygiéniste le fait pas, personne n'aura d'expertise, donc ce qui va être fait, ça n'aura aucun sens. Donc, je pense qu'en termes de prévention du risque et action positive qu'on mène, il vaut mieux le gérer chaque fois qu'on peut gérer, de mon point de vue. Alors, il y a un cas, ça me fait penser à ce que vous avez présenté sur l'infiltration la dernière fois avec la radiologue interventionnelle. La radiologue interventionnelle, elle travaillait dans un cabinet attaché à l'établissement, mais elle n'en dépendait pas. Quand la requérante a mis en cause la CCI a accepté d'élargir à l'établissement et au médecin radiologue. Eh bien, dès le départ à l'expertise, on a écarté l'établissement parce qu'elle n'était pas employée de l'établissement. C'était juste une architecture, elle ne dépendait en rien de l'établissement, donc on a écarté l'établissement et on s'est centré uniquement sur le praticien. Merci. On change un petit peu de thème. Je pense que ce sera plus une question pour Catherine ou Ségolène. Il s'agit apparemment d'un GHT dans lequel il n'y a pas d'infectiologue. Et donc la question est comment créer une équipe mobile d'antibiothérapie? Et donc quelle est la responsabilité de l'ARS vis-à-vis de l'absence de MA? Alors, je vais essayer d'apporter un élément de réponse, mais comme on l'a vu la dernière fois, ça reste des instructions superposées. Surtout les EMA, c'est très peu défini finalement, à part dans un guide qui est une annexe d'une instruction. Donc tout ça reste assez flou finalement. Mais en fait, il faut que le responsable de l'EMA soit un infectiologue. Donc sans infectiologue, ça va être un peu compliqué. Mais en termes de responsabilité, l'ARS doit seulement inciter, enfin c'est écrit tel quel dans les textes, doit inciter à la création d'EMA. Donc en fait, elle n'est pas non plus en soi tenue d'imposer à l'établissement de créer les EMA. Donc c'est un peu particulier les EMA, parce que autant pour les CRATB, c'est vraiment inscrit dans la partie réglementaire du Code de la santé publique qu'il doit y avoir un CRATB par région, autant à ce stade, pour les EMA, rien n'est codifié. Donc voilà, je peux pas malheureusement apporter de réponse ferme, ou il n'y a pas d'obligation en soi à créer l'EMA. C'est très clair, hein, Après, merci. pardon? Non, c'est très clair, merci. Après, normalement, il doit y avoir quand même un référent antibiothérapie dans chaque établissement. Donc même s'il n'est pas infectiologue, il faut quand même qu'il y ait un référent antibiothérapie et qu'il y ait un travail autour de ça, au moins dans chaque établissement, en association avec microbiologistes, pharmaciens, infirmiers formés, etc. Merci beaucoup. Alors, on change de sujet également et on passe côté vaccination soignant. Est-ce que l'hôpital peut être en faute si un patient décède d'une grippe nosocomiale
et que, par exemple, seulement 10% des professionnels sont vaccinés. « 10% ou un peu plus, mais un taux assez faible, quoi. On n'atteint pas, en tout cas, l'immunité collective attendue. Alors, je peux essayer d'apporter un élément de réponse et ensuite, évidemment, ce sera complété par les intervenants si vous avez d'autres précisions. Mais à partir du moment, la vaccination antigrippale n'est pas obligatoire. Donc, les personnels ne sont pas tenus d'être vaccinés. Après, il doit y avoir une stratégie, une politique de prévention du risque infectieux. Donc, il faut à minima quand même qu'il y ait eu une volonté prouvée, une volonté de mettre en œuvre quelque chose pour inciter à la vaccination. Et je suppose aussi qu'il faut quand même prouver que c'est un professionnel qui est transmis aux patients. Parce qu'il y a quand même, enfin, ça peut être lié à un visiteur, notamment, ou à un voisin de chambre. Après, il y a la stratégie de prévention des infections qui doit prendre en compte le risque en période de pandémie grippale. Donc, ces éléments-là, je pense, Joseph, qui seront recherchés si jamais il y a une mise en cause sur ce type d'épisode. Je dois dire que je suis très très heureux de n'avoir jamais eu de dossier de ce type. Parce que, en raison de l'absence d'obligation de la vaccination antigrippale, de la difficulté à prouver que c'est un professionnel, un jour donné, qui a transmis le virus grippal au patient en question, je ne sais pas comment feraient les experts pour débrouiller tout ça, hein. Heureusement, je n'ai jamais eu. Par contre, je profite pour revenir sur la durée de conservation parce que j'ai retrouvé le texte. C'était à propos d'endoscopie, hein. La durée de conservation de l'ensemble des éléments se rapportant à l'acte d'endoscopie et celle des dossiers médicaux et des archives médicales, c'est 20 ans. Pour ce qui est de la désinfection des endoscopes, eh bien, il faut les garder aussi longtemps que possible, c'est-à-dire comme le dossier médical. La durée de conservation des résultats des contrôles microbiologiques au niveau du laboratoire d'analyse, c'est 5 ans. Et la durée du registre dans lequel sont consignées, c'est ce que tu disais Catherine, toutes les opérations de maintenance, de contrôle qualité interne et externe d'un dispositif médical, doit être de 5 ans après la fin de l'exploitation du dispositif en question. Voilà. Je m'excuse d'être revenu là-dessus, mais c'était important que... Super Joseph, merci. Merci, moi j'ai pris des notes. Mais c'est vrai que c'est en fait comme il y a une durée différente sur ce qui est en lien avec le patient, l'utilisation du DM, mais que derrière tu as le DM avec une autre durée de conservation, c'est quand même pas intellectuellement satisfaisant parce que certes, tu as l'info du DM dans le dossier patient jusqu'à 20 ans, mais si tu as conservé que 5 ans après la fin de vie les éléments, voilà. Donc, le 5 ans après la fin de vie, c'est bien, mais c'est vrai que du coup, on peut pas, si c'est au-delà, on n'a pas tous les éléments dans le dossier patient. C'est pour ça que le plus longtemps possible, c'est bien. Mais c'est pas juridique. Maintenant, c'est une question sur la responsabilité concernant les signalements externes. Donc, il y a un responsable de signalement par établissement. Et donc, la question, c'est si la direction ou un praticien impliqué dans l'affaire refuse qu'on réalise le signalement externe, on peut être responsable, du coup, si on l'a pas fait suite à un refus? Là, c'est clair, hein, l'établissement doit signaler, doit mettre en place un circuit avec des responsables qui ont des rôles définis. Donc oui, si un signal qui correspond aux critères de signalement externe n'est pas signalé, là, les responsabilités professionnelles, si tout cela a bien été défini dans l'établissement, sont engagées. S'il n'y a pas de définition, c'est le directeur de l'établissement qui est responsable de ne pas avoir organisé le circuit.
Mais à partir du moment où on a un praticien hygiéniste qui a un rôle de validation et un responsable de la déclaration externe qui n'a pas fait son boulot, là, leur responsabilité pourra être recherchée, oui. Peut-être par rapport à la question de notre collègue, si lui, il est responsable de l'émission de la fiche et il n'a pas l'émission à Santé publique France, c'est la création interne, bah, de toute façon, ICIN va en attester, puisqu'il y a un journal. Donc on va voir que lui, il a fait son travail, c'est-à-dire il crée la fiche, il implémente, etc. et il fait la pré-émission. Et après, celui qui n'aura pas fait son action d'émission, ce sera le responsable du signalement. Là, les torts seront clairs à établir, puisque de toute façon, là, il y a un journal très facile d'identification de la vie de la fiche. Merci. On repasse à une question sur les infections sur site opératoire. Est-ce que l'IDE, quand on a une ISO, est-ce que l'IDE qui réalise les pansements peut être mis en cause ou c'est uniquement le chirurgien qui va être mis en cause? On n'est pas confronté tout à fait à ce genre de choses pour les infections du site opératoire. Parce qu'en fait, le chirurgien va confier à l'infirmière l'acte de réfection des pansements avec un intervalle de temps, etc., etc. Une infirmière pourrait être mise en cause si on arrivait à démontrer qu'elle n'a pas respecté les consignes données. On lui a dit il faut des compresses stériles, elle a mis des petits tampons d'ouate. On lui a dit de faire avec tel produit, elle n'a pas fait, etc. Vous voyez, enfin, moi, j'ai jamais eu à gérer des dossiers où des infirmières n'ont pas respecté les consignes post-opératoires. Par contre, il y a un élément, c'est les endophthalmies qui m'y font penser. Attention aux équipes qui font de la chirurgie, notamment de la cataracte. C'est bien, il y a 5 jours, on m'a fait mon deuxième œil. Vous voyez, je suis sans lunettes, c'est merveilleux. C'est les consignes post-opératoires. Voilà. Il faut mettre des gouttes 3 fois par jour. Est-ce qu'on dit au patient et à son entourage comment il faut faire? Est-ce qu'on a remis un petit papier? 2 gouttes de 2 produits différents. Est-ce qu'on a bien mentionné qu'il fallait un intervalle entre les 2 gouttes pour ne pas qu'il y ait d'incompatibilité entre les produits? Est-ce qu'on a dit attention, la personne qui vous mettra les gouttes se lave les mains, fait une hygiène des mains avant de venir vous mettre les gouttes? Chez moi, ça s'est très bien passé parce que mon épouse, je surveillais. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Les consignes post-opératoires vont aussi, dans la chirurgie dite ambulatoire, hein, vont aussi être étudiées par les experts. C'est pas seulement est-ce que l'intervention s'est bien passée, hein? Puis il faut bien garder en tête que c'est pas parce que la responsabilité n'est pas aujourd'hui recherchée qu'elle ne peut pas l'être. Et par exemple, on pourrait très bien reprocher à une infirmière de ne pas avoir alerté par rapport à des signes d'infection évidents. Du pus qui coule, surtout d'un œil qui deviendrait purulent. En général, c'est le chirurgien, parce que dans les dossiers ortho, on va voir le chirurgien qui voit X fois, qui renvoie à la maison, qui joue la montre, etc. Mais ça pourrait être aussi le soignant, si on lui a délégué une série sur un temps de pansement et que d'emblée il y a du pus qui coule, etc. Il y a devoir d'alerte aussi qui existe, quoi. Exact. Merci beaucoup. Et enfin, je pense que ce sera probablement notre question de clôture. Quel conseil donneriez-vous à un hygiéniste pour être irréprochable sur le plan juridique? Ça a déjà été un petit peu évoqué par Pierre Pernex, mais peut-être on peut clôturer ce webinaire en resynthétisant tous les apports qu'on a eus pendant trois webinaires d'affilée. Bon, je crois qu'il faut que je laisse après la parole au président
Et pour la conclusion, moi, je crois qu'il l'a très bien montré dans ses diapos, Pierre. Voilà. Il faut Pour, adhérer à la SF2H et puis suivre les et instructions suivre les du consignes. président. Merci, Catherine. Non, je crois que bon, on a balayé un peu tout ce grand sujet pendant ces 3 Jurinards et je pense que c'était chouette. Voilà, il faut rester serein parce que c'est la réalité, mais bien penser à voilà, être des professionnels de la prévention du risque infectieux, experts avisés, suivre notre référentiel métier. Je crois que c'est ça, agir de façon pertinente et pragmatique, sans se prendre la tête tout le temps. Et puis le moment venu, être capable de prouver, de démontrer ce qu'on a fait, c'est aussi utile à mon avis. Eh bien, je pense que du coup, on va pouvoir clôturer ce 3e et dernier Jurinard. Je me permets de remercier encore tous les intervenants ces 3 Jurinards qui ont participé à ces webinaires. Je me permets aussi de remercier énormément tout le groupe formation ici présent, mais aussi ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour la belle organisation de cet opus sur l'aspect juridique de la prévention du risque infectieux, qui nous a permis de voir le bénéfice et le rôle qu'on peut avoir en tant que praticien et professionnel de manière plus générale de la prévention du risque infectieux vis-à-vis de cette thématique-là. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay pendant 3 mois pour les adhérents SF2H en exclusivité sur la chaîne YouTube de la SF2H et ensuite disponible de manière plus large pour l'ensemble des personnes se connectant. J'ai une petite pensée également pour Stuti que l'on se permet de féliciter pour l'heureux événement également qu'elle a pu accueillir hier. Et on vous dit à très bientôt. Merci pour tout. Merci pour votre participation. On a reçu beaucoup d'emojis de félicitations là pendant qu'on était en clôture. Donc voilà, je me permets de vous le retransmettre aussi. Beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. C'était vraiment très très passionnant sur ces 3 opus. Donc voilà, merci à tous et à une prochaine pour les webinaires du GPRI. Et merci au GPRI de faire cette animation exceptionnelle. Bravo. Merci beaucoup, c'était super. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.